Alors, nous avons la répartition des ventes de logements. Ce camembert qui est toujours intéressant, qui permet d'indiquer que France entière, on a un atterrissage avec des chiffres à octobre 2024 à 774 000 logements vendus en France entière, donc qui est en repli par rapport à 2023, mais c'est pas une surprise. Et il en est de même pour nos départements. Voilà, donc avec 12 850 logements en Haute-Savoie, 8 000 en Savoie et 7 000 dans l'Ain. Donc la répartition est toujours un peu comparable aux années précédentes sur nos 3 départements. Donc là, ce graphique est intéressant puisqu'il nous permet de voir qu'on revient sur des volumes comparables à 2016 environ sur nos départements. Donc c'est finalement pas si peu puisque 2016 était à l'époque en regain par rapport à la crise qu'on avait eue en 2013, 2014. L'immobilier reprenait des couleurs en 2015, puis 2016, et puis après on a connu toute cette période d'augmentation jusqu'à 2021 qui était vraiment le pic en termes de dynamisme. Là on est en très net repli. Par contre on voit bien que ça a baissé très nettement à partir de 2022. Et c'est ça qui d'ailleurs a été beaucoup plus difficile à vivre, notamment pour évidemment les professionnels. Et puis pour ceux qui cherchaient à se loger, ils étaient empêchés de mener à bien leur projet et de poursuivre leur parcours résidentiel, notamment par, vous savez, la hausse des taux qui a été fulgurante et qui a bloqué un petit peu tout le marché. Voilà, donc là avec les taux qui sont en repli, quand même très net depuis 1 an, et c'est un regain d'espoir bien sûr, et ça permet de redébloquer quand même nombre de dossiers. Donc le marché de la transaction, tout d'abord, avec les chiffres, donc on parlait des volumes de vente bien sûr, et là on peut les mettre en parallèle avec le parc de logements, le nombre de parcs de logements, et puis l'évolution annuelle. Donc vous voyez que nous on a des chiffres qui sont quand même pas très bons en termes de volume, puisqu'on est sur le total de Savoie-Mont-Blanc à moins 14,3%, la Savoie ayant le plus petit repli entre guillemets, mais quand même à 12,1, Haute-Savoie 14,6 et l'Ain 16,2. Si on compare avec la région, on est un petit peu moins bon que la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis par rapport à France entière, on est un tout petit peu mieux, mais on est quand même vraiment dans ces chiffres-là, alors qu'au début de la crise, nos territoires avaient quand même nettement plus résisté, et on avait pu vous présenter à l'époque que nos secteurs avaient des volumes bien plus supérieurs à d'autres endroits en France. Mais là, c'est pas le cas. On a été quand même rattrapé par les difficultés économiques, évidemment la politique aussi qui n'a pas été favorable. On sait bien que l'instabilité politique, de politique intérieure est toujours un facteur d'anxiété pour les investisseurs, et souvent ils peuvent décaler leurs projets, puis également pour les prêteurs, comme les banques, les financeurs, etc. Et puis la géopolitique aussi à l'international explique évidemment aussi des difficultés, et on voit bien que les Français sont plus sur de l'épargne, sur de la prudence extrême, mais on fait moins de projets forcément dans ce contexte-là. En complément juste, il y a effectivement dans la crise que l'on a une difficulté de trouver des logements à acheter, puisqu'il y a un repli malgré tout du parc de construction neuve qui fait aussi, qui a un impact aussi qui est peut-être un petit peu retardé par rapport à nos territoires, dans la mesure où effectivement la difficulté de trouver un nouveau bien pour vivre fait qu'on ne met pas son bien en vente. Donc ça rajoute aussi dans le phénomène de repli qu'on peut constater et qui s'est accéléré sur cette dernière année. Tout à fait. Donc prix des logements et évolution, malgré tout les prix n'ont pas énormément baissé. C'est vrai qu'il y a eu une légère inflexion quand même avec cette baisse des taux, et
ce qui peut aussi expliquer, parce que ça reste des moyennes, c'est que dans certains types de biens, comme notamment ceux qui sont mal notés sur le plan énergétique, on a constaté quand même un petit peu plus de négociations sur les prix ou sur des prix abaissés voilà, pour pouvoir trouver une solution, un arbitrage pour des biens en G notamment qui allaient devenir indécents et qu'on n'allait plus pouvoir louer à partir de début 2025. Donc c'est le cas. Donc ça a déjà commencé dans une certaine proportion. Donc ça peut être une des explications, parce qu'autrement, il y a aussi d'autres secteurs beaucoup plus prisés de nos départements où on n'a pas connu de baisse pour autant. C'est pas non plus général, si vous voulez. Voilà. Puis l'inflexion est quand même relativement légère. Parce que quand vous avez que quelques pourcents comme ça avait tellement atteint des sommets, et on voit bien que le graphique à droite, la colonne à droite avec le plus 5 ans, sur 5 ans, vous voyez, le plus, il est quand même encore sur plus 17, plus 21, plus presque 15. Donc on est évidemment sur des chiffres supérieurs à ce qu'on a pu connaître sur le plan notamment inflation, et au-delà aussi de la comparaison, au-delà largement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de France entière. Ensuite, on vous propose ce tableau qui est intéressant puisque c'est le nombre de ventes et les prix des logements dans la chambre Savoie-Mont-Blanc. Donc, c'est le top 20. C'est le top 20 en nombre de ventes. Donc, sans surprise, le secteur le plus dynamique en termes de volume de vente, c'est Annecy. Alors, en plus, ça prend en considération Annecy, nouvelle commune, Grand Annecy. C'est aussi pour ça qu'il y a autant d'écart avec d'autres communes qui vont plus travailler. Enfin, nos statistiques, comme c'est les communes, c'est plus de l'intramuros, comme Chambéry, Aix-les-Bains, Thonon-les-Bains ou Annemasse. Et puis, une indication des prix par commune avec les prix moyens que vous trouvez dans une colonne qui est un petit peu plus loin au milieu du tableau. Et puis on a donc la vacance aussi des logements depuis plus de 2 ans. On voit que c'est quand même, notamment Annecy, vous voyez, c'est moins de 1%, donc c'est très très faible. Ça permet de relayer ce que je vous disais tout à l'heure sur la pénurie de logements, puisque expliquait aussi Bérangère, et la difficulté à se loger. Effectivement, c'est quand même plus les préoccupations finalement sur nos territoires. Les volumes sur les ventes, etc., c'est une chose, mais aujourd'hui, on peut aussi parler quand même de crise de logement, plus que de crise de l'immobilier finalement, puisqu'il y a une vraie difficulté à pourvoir en logement les nouveaux arrivants, que ce soit sur le plan locatif ou de l'acquisition, puisqu'il n'y a pas forcément ce qui plaît aux candidats acquéreurs ou aux nouveaux arrivants. Et dans les 3 dernières colonnes, il y a également une indication sur les DPE, et du coup, voilà, ça permet de voir sur les ventes qui ont été effectuées les proportions de GF ou E mises à jour à ce niveau-là. Donc après, au-delà de ce quintet de tête des grandes agglomérations de nos bassins de vie, on retrouve aussi forcément dans le top 20 des stations de montagne où il y a pas mal de volume, la plaine tarentaise, les Bellevilles, c'est Val Thorens, Saint-Martin-de-Belleville, les Ménuires, c'est ça les Bellevilles. Donc voilà. Et puis d'autres communes, mais on retrouve aussi Megève, Morzine, c'est mélangé. Sachant qu'à part Bourg-en-Bresse qui est en 6e position, c'est vrai que dans l'Ain, il y a moins d'activité. On retrouve Val-Seuron en 18e position et Saint-Genis-Pouilly en 20e. Et Bourg-Saint-Maurice est compté comme station, puisqu'en fait, c'est les arcs qui sont comptés derrière. Vous le voyez d'ailleurs avec le pourcentage de DPE, F et G. Oui, effectivement. Très bien. Après, donc, prix de vente moyen des appartements au mètre carré par bassin d'activité, comme on vous présente régulièrement. Donc, on est sur des prix qui restent dans la stabilité, si vous voulez, sur à peu près tous les secteurs, avec de légères inflexions pour certains secteurs, mais voilà, donc on a, alors encore une fois, Annecy, c'est le bassin d'Annecy, puisque si on me dit, ah oui, mais Annecy, moi je ne trouve pas à ces prix-là, etc., c'est aussi parce que bassin d'Annecy, c'est même plus que le Grand Annecy. Il y a par exemple tout ce qui est albanais, voilà, c'est beaucoup plus large, c'est un bassin, puisqu'on raisonne sur un bassin d'activité, c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de gens aujourd'hui qui vont chercher à habiter à Rumilly, parce que c'est moins cher, que c'est plus, et finalement c'est pas non plus très très loin, avec les notions de télétravail et autres.
Donc c'est un peu le spectre élargi où on étend un petit peu par rapport à où les gens peuvent habiter, par rapport à un lieu aussi de travail, un lieu d'activité économique. Hein. Ensuite, on a les prix de vente moyens des maisons. Hein, donc là, encore une fois, pour les maisons, c'est des prix de vente moyens et tout type de maison. Hein. Donc là, bien mis entre parenthèses en haut, c'est maisons mitoyennes, maisons à rénover. Donc bien entendu que ça rentre dans une moyenne, c'est pas la belle maison où il n'y a rien à faire, vous posez votre valise dans un quartier UP d'Annecy, c'est sûr qu'on ne trouvera pas ça à 533 000, ça tout le monde le sait. Mais par contre, vous avez aussi un peu plus loin, à 20 minutes d'Annecy, la maison mitoyenne de 80 mètres carrés, même dans des programmes, vous voyez, même neufs, où vous avez des prix qui sont quand même un peu plus accessibles. Puis il y a aussi les maisons à rénover, voilà, des vieilles, éventuellement des plus vieilles pierres, etc. Voilà, donc avec évidemment des gros écarts entre les bassins économiquement les plus porteurs et puis l'avant-pays savoyard, voilà, les Dombes, la Bresse. Hein, donc l'Ain, évidemment, c'est beaucoup moins élevé en prix. Hein. Voilà, ensuite, marché de la location, avec quelques indicateurs. On a les loyers par département. Hein, donc dans l'Ain, Savoie, Haute-Savoie, avec le taux de vacances total par département, on voit bien que l'Ain, il y a 2 fois plus de vacances locatives qu'en Haute-Savoie, hein, ce qui est logique puisqu'il y a un marché beaucoup plus tendu en Haute-Savoie que dans l'Ain. Alors encore une fois, là on est sur les baux qui ont été signés. Hein, sur l'année 2024. Hein, donc, ça a été annualisé. Voilà. Hein, donc, pour les stats, hein, on est sur les baux signés. Hein, c'est pas tout le parc. C'est les nouveaux baux, ça, en fait. Hein, et c'est un loyer médian. Hein, je précise aussi, parce que des fois, ça compte. C'est un loyer médian. Hein, ouais, ça, c'est pas une moyenne, c'est un loyer médian. Donc, c'est sûr qu'il y a un loyer médian. Bon, ce qui est pas mal, c'est que c'est représentatif quand même, malgré tout, du marché. Ça permet d'éliminer les anomalies, les très très chers ou les très peu chers ou autres. Voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on trouve forcément très facilement des loyers à ce prix-là partout, quoi, hein, bien sûr. Hein. Après, par bassin de vie, toujours, parce qu'on trouve pertinent de présenter par ces secteurs un petit peu d'activité. Donc on voit qu'on a des prix plutôt en stabilité d'une manière générale, sur toujours des prix médians, hein, avec simplement hausse plutôt sur le secteur de Bourg-en-Bresse et Dombes pleine de l'Ain côtière. Autrement, on a plus ou moins des prix en stabilité. Comment vous l'expliquez, la stabilité ? C'est-à-dire que on n'a pas forcément des nouveaux biens toujours en nombre qui sont mis sur le marché, parce que c'est sûr que les nouveaux biens qui sont remis sur le marché, ils sont loués plus cher. Mais par contre, dans pas mal de secteurs où on est en zone tendue, il n'y a pas d'augmentation entre deux locataires, sauf à déplafonner, etc. Ce qui est sûr, c'est que les nouveaux biens qui sont mis sur le marché, comme on est en marché en tension, ils sont plutôt plus chers que ça. Clairement, ça on l'a pas dans les données chiffrées, mais par contre, on peut vous le donner comme ressenti, puis même dans ce qu'on peut constater dans nos agences. Ouais, ce qui est mis à la location aujourd'hui, c'est évidemment hors encadrement, puisque là, on sort maintenant du Pinel, hein, mais il y en a encore eu quand même un petit peu en 2024. Donc, c'est vrai que tout ce qui était Pinel ou autre, c'est encadré. Donc ça quand même limite les prix au mètre carré des loyers. Quand vous êtes dans des zones tendues où vous ne pouvez pas réaugmenter le loyer entre deux locataires, ça participe aussi d'une stabilité malgré tout. Après, ce qui est certain, c'est que sur les nouveaux biens qui sont mis en location hors contrainte, je dirais, d'engagement fiscal, ou si c'est possible de louer le prix qu'on veut, il y a quand même une tendance à l'augmentation des loyers. Ça, c'est clair et net.
Et on le constate largement dans nos agences avec des prix pratiquement sur les secteurs d'Annemasse, agglomération, Annecy ou autres. Vous mettez le prix, c'est loué, quoi. On choisit, pratiquement, vous mettez des prix qui nous paraissent même des fois un peu invraisemblables. Et c'est un peu le bailleur qui fait pratiquement le marché, parce que si les gens sont gourmands, il nous dit ah ben moi je vais louer à ce prix-là. Non, mais attendez, c'est pas le prix du marché, etc. Mais bon, on va essayer quand même un mois. Bon, en fait, ça se fout, quoi. Donc en fait, si vous voulez, ça nous a un petit peu perturbé aussi, nous, à un moment donné, sur des nouvelles locations où on a effectivement atteint des prix assez importants. Mais là, comme on est sur les prix médians, vous voyez, ça les gomme, en fait, ça les nivelle. Vraisemblable, ça va être du T3 à 1500 euros. Ça peut, exactement. Du T2 à 1002 hors charge, ou à 1000 ou à 1100, mais ça dépend. Mais on a des prix relativement invraisemblables par rapport à ce qu'on a connu il y a ne serait-ce que 10 ans, où le haut du panier, sur un T2, on pouvait être à 800, 850 euros. Et maintenant, le même type de bien 10 ans plus tard, on est au-delà de 1000 euros allègrement. Et ça se loue puisque, comme je le disais précédemment, il y a une vraie pénurie de logements sur le marché, avec des gens qui viennent toujours travailler soit sur Annecy, soit sur le bassin lémanique, ou en Savoie également. De toute façon, on a d'une manière générale des difficultés à loger nos concitoyens. Donc ça a tendance à faire augmenter quand on a des nouveaux biens sur le marché qui sont mis en location, puisque les gens le prennent. Alors après, est-ce qu'ils restent longtemps dedans? On n'a pas forcément tout cet historique-là. Certains vont peut-être chercher après quand ils trouvent, bon, évidemment, soit à acheter, mais même s'ils ne peuvent pas acheter, ils vont peut-être quitter un logement très cher, parce que financièrement c'est dur à assumer, mais au début, comme ils n'ont pas vraiment le choix, ils prennent de toute façon. On a même je fais juste une parenthèse, on a même aussi des personnes qui arrivent des fois dans la région, on parlait des locations courte durée, mais finalement qui prennent des locations courte durée pour y rester relativement longtemps. C'est-à-dire, avant, courte durée, c'était je viens faire un week-end, je fais des vacances, je paye le prix fort, mais il y en a, ils restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans des studios qui payent une fortune, l'équivalent de la courte durée, parce que comme ils ne savent pas où se loger en attendant, et ça arrive à faire des prix presque à 1500 euros pour des toutes petites surfaces, parce que c'est en attendant de trouver autre chose, et c'est vraiment pour pouvoir garder leur job qu'ils ont pu trouver là et qui était attractif au départ, et c'est toute la difficulté. D'ailleurs, on a une vraie difficulté d'employabilité sur le secteur, puisque certains ne viennent pas ici ou ne restent pas sur ce secteur-là, puisqu'ils ne trouvent pas à se loger durablement et décemment à des conditions acceptables. Bien, ensuite, le marché de la montagne. Je vais passer la parole à Bérangère Servat. On a pu observer que le marché de la montagne était resté très dynamique encore sur la saison d'hiver 23-24. Et le démarrage de la saison 24-25 nous laisse supposer qu'on va continuer ce dynamisme. Toujours la course en tête entre Val d'Isère et Courchevel. Alors, souvent, on discutait sur le fait que Courchevel, l'analyse étant beaucoup plus large, et normalement devrait, en tout cas Courchevel 1850, devrait être au-dessus de Val d'Isère. Voilà, cela étant dit, c'est pas tellement le sujet. On continue d'avoir un volume de transactions qui est important. Avec, on l'observe principalement sur les stations grands domaines ou les stations de moyenne montagne proches des grands domaines. C'était la question de sortie du Covid où effectivement les stations villages avaient le vent en poupe. Aujourd'hui, il y a quand même la recherche, malgré tout, de pouvoir accéder à la neige et de pouvoir profiter des plaisirs de l'hiver qui est mis en avant. Donc derrière, on a une légère inflexion des prix. Parfois, c'est difficile en fait souvent de l'analyser puisque il suffit qu'il y ait un chalet qui soit quand même, puisque là on est sur des prix moyens, donc il suffit qu'on ait un chalet qui a été vraiment important dans une station pour ajuster à la hausse ou à la baisse cette variation. Et donc on est plutôt sur une certaine stabilisation des prix finalement. Et on voit bien effectivement que les volumes de vente les plus importants, parce que là on l'a trié par prix, mais les volumes de vente les plus importants se trouvent sur nos fameuses stations un peu moyenne montagne, dont les prix sont un petit peu moins élevés. Et je prenais en exemple, vous avez Chamonix, qui reste quand même un domaine intéressant. On peut prendre les Arcs, on peut prendre la Plagne 347, et on voit bien qu'on est à moins de 5 000 euros le mètre carré. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a des clients qui sont attirés, parce qu'ils ont envie de faire leurs investissements et que du coup ça reste encore un investissement abordable pour l'activité loisir plaisir.
je ne vais pas commenter le tableau suivant puisque c'est le même que précédent, mais en zoom par département entre la Savoie et la Haute-Savoie. Hein. Là, on les a classés effectivement par département, ce qui vous permettra aussi de faire des zooms sur vos besoins. On vous a rajouté les pourcentages de DPE. On communiquait régulièrement F et G. Là, on a rajouté le E, puisque on en parlera tout à l'heure avec l'évolution de la loi Le Meur. Les logements, eux, sont importants. Alors, on ne va pas se mentir, oui, on est en montagne, on a l'altitude qui pèse lourdement sur la classification du DPE, donc, et on a aussi des résidences qui ont été faites dans les années 70 à 90 majoritairement et qui doivent travailler leur reconversion dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. C'est avec une toute petite précision. J'ai regardé les tableaux, vous pourrez vérifier. Sur pratiquement toutes les stations, c'est quand vous additionnez de E à G, vous avez 80 à 90% du parc. Alors là, c'est sur les DPE qui ont été effectués dans le cadre des ventes qui ont été réalisées sur cette période. Donc, ce n'est pas non plus exactement la photographie de tout le parc, mais on va dire que sur quand même le volume de vente qu'il y a eu, c'est représentatif. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de dire que, et on y reviendra après tout à l'heure, c'est que dans le cas de la loi Le Meur, il y aura 80 à 90% du parc qui devra connaître une rénovation énergétique dans les 10 ans qui viennent. Voilà, là, on y arrive au DPE. Oui, écoutez, je vais prendre la parole. Oui. Donc ça y est, ouais, on y est, 1er janvier 2025, donc un décence énergétique pour les logements classés G. Alors c'est vrai qu'on a très peu de recul, là on est allé fin janvier, sur nos parcs actuels. La réalité aujourd'hui, un bien qui serait mis en location à la date du jour ou un bien dont le locataire aurait déposé son préavis et qui serait remis en location ne peut pas l'être s'il est classé G, donc ce qui implique de faire des travaux à court terme privatifs, c'est-à-dire des travaux qui vont aller améliorer l'étiquette énergétique du logement lui-même, et puis à moyen terme pour les bailleurs d'une manière générale, une rénovation énergétique plus globale qui va aller toucher les parties communes. Après on regardait dans les villes, je pensais à Annecy finalement, donc en plaine on est sur en Angers, oui, je crois qu'on est aux alentours, vous voyez, je regardais sur les ventes, donc on n'est pas sur de la location, mais c'est malgré tout la tendance, 4,7% de G, 8,9% de F, 21% de E, ouais, ce qui fait quand même du 35% à terme du parc annécien, je parle pour Annecy, mais la tendance est la même, 35% du parc qui d'ici 2034 va se retrouver en indécence. Je trouve que les bailleurs jouent le jeu, enfin en tout cas le retour qu'on en a, et de toute façon ils n'ont pas le choix, donc si on ne veut pas sortir du parc un certain nombre de logements, au moment de la remise en location, il y a un petit travail à faire d'amélioration de l'étiquette énergétique. Après, vous avez l'évolution, on en avait parlé déjà au 4e trimestre, donc ça n'a pas beaucoup changé depuis. Sur les stats, oui, c'est vrai que nous, on est un peu pénalisé, entre guillemets, pénalisé par la montagne, qui va aller abîmer nos statistiques par rapport à la France, mais... Ça ne fait pas baisser les prix, en effet. Sur le calendrier de la loi climat en copro, celui-ci, je ne le recommande pas. Donc au 1er janvier 2025, tous les logements G sont considérés comme indécents, on vient d'en parler. On a également, pour les copros entre 51 et 200 lots, l'obligation d'avoir un DPE collectif. Et pour les copros un petit peu plus petites, on commence l'élaboration du PPPT, le projet de plan pluriannuel de travaux. Donc le calendrier avance, il est suivi. Alors, on ne viendra pas sur la difficulté de le mettre en œuvre. Meublé de tourisme, parce que sur les DPE, je ne sais pas si vous voulez faire un petit nota bene. Oui, comme on le voyait, c'est que nos stations de montagne sont directement impactées par les mauvaises notes de DPE, notamment par, comme je le disais tout à l'heure, par l'année de construction des biens et puis aussi de toute façon par leur positionnement géographique. Donc j'ai essayé de vous faire, alors comme c'est la première fois qu'on le présentait, je la vois, je me dis qu'elle n'est pas très heureuse ma slide, mais j'ai essayé de vous faire une synthèse de la loi Le Meur parce qu'il y a beaucoup de questions sur la loi Le Meur, et puis si pendant l'année 2024 on s'est demandé, il y a eu plusieurs projets de loi qui ont circulé pendant tout l'hiver 2024 justement sur les meublés de tourisme. La loi a été votée le 19 novembre 2024. Il y a certainement, pour certains points, des décrets d'application encore en attente. En tout cas, elle a été promulguée en novembre 2024. Et donc, regardez les 4 grandes thématiques qui l'impactent. Et donc, il y a une fiscalité des meublés de tourisme
qui a été clairement mise en avant. Et donc, avec, selon que le meublé soit classé ou non classé, un abattement qui est différent. Donc, pour les non classés, l'abattement forfaitaire passe à 30%. Il était à 70% précédemment. Et il est plafonné à 15 000 euros de revenus. J'ai précisé revenus perçus à partir de 2025. Pour les appartements classés, le maintien de l'abattement reste à 50%. Et il est plafonné jusqu'à 77 000 euros. Sur l'obligation de décence énergétique, voilà, c'est effectivement... il y a une obligation de DPE pour tous les biens qui sont classés entre A et E à partir du moment où ça devient des nouveaux meublés de tourisme. Donc ça veut dire que vous pouvez pas... déjà, il faut l'autorisation du maire, mais ça c'est le dernier point qu'on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas mettre en location en meublé de tourisme un bien qui serait autre que AAE. Donc ça c'est l'évolution de la réglementation. Et ça dès novembre. Et tous les meublés de tourisme qui sont déjà classés meublés de tourisme actuellement auront l'obligation d'être entre A et D à compter de 2034. Donc là, l'interrogation que l'on avait et ce qui nous a été dit l'année dernière de se dire il va y avoir effectivement sur un copier-coller de la règle du DPE pour la location de longue durée sur le meublé de tourisme. Finalement, elle a été allégée avec l'obligation de passer les meublés de tourisme, en fait de les faire évoluer entre A et D à partir de 2034. Ça laisse 9 ans aux propriétaires pour s'organiser et aux copropriétés surtout, puisque en règle générale et en montagne, c'est pas des petites copros, on a des copros qui vont on a des moyennes de copros qui ont 200 à 400 lots, donc ça reste des énormes paquebots sur lesquels il faut aussi mettre l'ensemble des copropriétaires ensemble avec des budgets qui sont importants. Et la difficulté de réaliser les travaux dans des délais qui sont pas si simples que ça et de trouver les artisans qui sont en capacité de le faire. Donc c'est effectivement toujours ces points-là. Un autre point qui est important dans l'évolution dans la loi Le Meur, c'est les pouvoirs élargis pour les maires. Donc c'est premièrement l'obligation de déclarer son meublé de tourisme en mairie. Donc après, donc ça c'est déjà un point et ça va être généralisé d'ici 2026. Je pense que sur ce point-là, on est quand même en attente du décret d'application, mais il y a vraiment une obligation de faire ces points-là. Et le deuxième point, c'est que les maires peuvent décider de quotas de meublés de tourisme dans leur commune. Donc ça, et notamment pour les communes qui auraient plus de 20% de résidences secondaires sur leur territoire, elles peuvent décider de mettre des servitudes d'usage de résidence principale sur des zones précises de PLU. Il y a des exemples, j'ai discuté avec des communes de montagne notamment, et ça a un impact, puisque ça veut dire que vous êtes propriétaire d'un terrain, ou vous êtes plusieurs propriétaires d'un terrain qui est constructible. Donc très bien, vous avez promoteur qui va venir vous voir, vous dire je vais vous acheter votre terrain temps parce que je vais faire un superbe immeuble et ça va faire de la location saisonnière. Donc c'est très intéressant. Demain, quand vous mettez une obligation de servitude de résidence principale, donc ça veut dire que vous allez adresser votre clientèle va être une clientèle de résidence principale, donc avec des budgets qui ne sont pas les mêmes que de l'investissement locatif. Et du coup, globalement, la valeur de votre terrain va diminuer. Et ça, c'est aussi un point. Et c'est un moyen d'assurer le fait de pouvoir avoir de la résidence principale sur son territoire. Et donc, les maires vont avoir la possibilité de modifier leur PLU et d'imposer dans certains secteurs. Et il y en a qui commencent à se poser la question, et notamment, pas sur les hautes stations, mais sur les Trois-Vallées, par exemple, il y a des communes qui ont des stations à différentes altitudes, et que sur les altitudes un peu moins élevées, il y a des écoles, il y a tout ça, et ces terrains-là, on a envie que ce soit des propriétaires de la résidence principale. Quand je dis résidence principale, c'est important parce que ça peut être de l'investissement locatif, mais qui sera de la location longue durée. Parce qu'un locataire, c'est aussi de la résidence principale. C'est pas uniquement je mets une servitude pour avoir des propriétaires occupants. Donc je mets une servitude pour avoir de la résidence principale. Donc voilà, ça c'est les points principaux. Et le dernier point, c'est la régulation des meublés de tourisme dans les copropriétés. Tu veux en dire deux mots peut-être ? Oui, encore une fois, c'est tout frais, donc on a peu de recul. On s'aperçoit que les copropriétaires ont bien lu l'actualité juridique, et dans nos immeubles, on a déjà quelques demandes d'inscrire ces nouvelles résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales. Dans l'ordre, je vais partir par le bas, puisque c'est bien le départ. Les propriétaires qui exerceraient ce genre d'activité doivent en informer désormais le syndic. C'est-à-dire, j'effectue de la location de courte durée, j'écris au syndic pour lui dire que j'effectue ce genre d'activité.
et on doit également mettre un petit point d'information à l'ordre du jour des assemblées générales à ce sujet. Donc le but, j'imagine, du législateur, c'est de lever un peu le lièvre sur l'existence des propriétaires qui feraient de la location de courte durée. On inscrit à l'ordre du jour, donc pas de... Bon, rien à ajouter là-dessus, mais c'est vrai que ça va nous rajouter encore un petit peu de travail. Et on offre la possibilité également aux syndicats de copropriétaires d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à la majorité de l'article 26, donc c'est la double majorité, la possibilité d'interdire alors j'appelle ça vulgairement le Airbnb, la location de courte durée pour les lots à usage d'habitation qui ne seraient pas des résidences principales. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'interdire un occupant à l'année qui partirait en vacances de louer dans la limite des 120 jours par mois. Le but, et c'est le titre de la loi, hein, lutter contre les tensions dans les zones attractives, c'est d'empêcher, entre guillemets, des investisseurs dont le but avéré serait faire de la location de courte durée de manière habituelle tout au long de l'année. Voilà. On n'est pas non plus en train de parler des lots qui seraient à usage autre que d'habitation, c'est-à-dire qu'un lot qui serait à usage commercial peut tout à fait exercer ce genre d'activité. Donc pas de recul sur ces dispositions, mais en tout cas ça va bouger, je pense, cette année, avec alors suivant les endroits, notamment en vieille ville, où je pense dans des secteurs de centre-ville un petit peu plus, alors c'est pas péjoratif, bourgeois ou haut de gamme, des vraies volontés d'aller limiter ça. Je pense que et ce, quelle que soit la taille de la copro. Exactement, on n'a pas de conditionnement autre que cette clause entre guillemets d'habitation bourgeoise. C'est la destination finalement originelle des lots, donc de prouver le caractère d'habitation du lot concerné. Et le vote à l'article 26, ça va faciliter le... Alors aujourd'hui, c'était à l'unanimité, c'est-à-dire que vous avez 50 lots, il faut déjà qu'il y ait 50 personnes qui se déplacent en assemblée générale, et si vous en avez un qui fait, finalement il va voter contre, donc ça passait jamais. Aujourd'hui, il y a un abaissement de la majorité, donc article 26 avec en plus des passerelles en article 25. Majorité en nombre de copropriétaires totalisant les 2/3 des tantièmes, ça c'est article 26, mais la passerelle, article 25, ça veut dire que s'il y a au moins la majorité en nombre totalisant la majorité absolue en tantième, ça passe en deuxième lecture en passerelle article 25. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même beaucoup de copropriétaires motivés pour le changement, en nombre, puisque majorité absolue en nombre, mais finalement en tantième, une majorité absolue, donc c'est quand même atteignable. Disons qu'une seule ou deux ou trois personnes simplement qui eux-mêmes font du Airbnb, de la courte durée, et qui comme disait Louis avant, pouvaient faire que ça, ils continuaient à le faire, parce que eux-mêmes pouvaient juste bloquer le processus de l'interdire. Maintenant, ça sera pas le cas. S'il y a une vraie mobilisation du conseil syndical, du copro qui veut l'interdire, ça pourra être fait. C'est sûr que si c'est très partagé ou que les gens se mobilisent pas, ils ne l'obtiendront pas quand même à une simple majorité. Ce qui est intéressant en tout cas on va le voir à l'usage, parce que pour l'instant c'est trop tôt, mais ce qui est intéressant effectivement dans la loi, c'est qu'elle a intégré certaines réflexions qui ont été menées par les professionnels aussi de la montagne, sur le fait que nous, notre inquiétude, c'est de dire que si vous pouvez plus louer les meublés de tourisme qui sont EFG, du coup ils vont être loués, mais plus par le biais des agences, mais par les passerelles parallèles, alors que là, il y a quand même l'obligation, il y a la déclaration à faire au syndic. Donc il y a quand même quelques éléments en fait qui permettent de se dire qu'à un moment donné, ils vont essayer de récupérer l'information et de la contrôler un peu plus. C'est clair que les passerelles officielles dont on a cité le nom tout à l'heure, elles demandent en fait, lorsque les propriétaires mettent en ligne directement sur leur passerelle l'information, elle leur demande de valider que la déclaration meublée de tourisme a bien été faite. Bon, ça c'est aussi de l'intention. Donc on voit bien qu'il y a quand même des évolutions qui ont été prises en compte. Et puis le fait qu'il y ait 9 ans, on m'a posé la question de savoir si c'était suffisant ou pas. J'ai aucun moyen de vous répondre. On savait que 3 ans, 3 ans ou 6 mois, ça ne l'était pas. Est-ce que 9 ans sera suffisant? On verra à l'usage, mais en tout cas, ça permet aux copropriétés de s'organiser. Voilà. On peut passer à G2A, les bilans d'été. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que pour continuer sur la montagne,
On parle souvent du bilan de ce qui s'est passé puisque là, sur la saison précédente, mais la montagne, on a déjà démarré la saison au mois de décembre. Donc voilà, donc c'est se projeter sur ce qui s'est passé cet été, qui reste pas l'activité principale de la montagne, et ce qui va se passer sur la saison d'hiver. Donc globalement, on a eu une fréquentation plutôt bonne de la montagne. Vous voyez, c'est la courbe bleu marine. Donc un mois de juillet qui a été un peu plus tristouné que le mois de juillet de 2023. Après, c'est aussi les conditions climatiques qui peut pas considérer que le mois de juillet était très beau, très chaud. On n'a pas une année de toute façon très belle, très chaude. Donc finalement, un taux de fréquentation légèrement inférieur à ce qu'on avait pu connaître les années précédentes, mais pas très inquiétant. C'est vraiment les réservations de dernière minute souvent qui sont venues nous impacter. Et on voit bien sur la deuxième partie du mois d'août où la météo est devenue un peu plus clémente, qu'on a eu une meilleure fréquentation. De toute façon, c'est entre le 15-20 juillet et le 15-20 août que tout se passe en montagne pour le moment. Et c'est souvent des séjours qui sont un petit peu plus courts que les séjours que la semaine. On a beaucoup de gens qui viennent passer quelques jours. On a quand même un beau taux de fréquentation des propriétaires qui viennent souvent passer quelques jours dans leur appartement pour en profiter et pour profiter des beaux paysages de leur montagne. Donc l'évolution des nuitées, donc si on prend par catégorie, ça vous permet de savoir où les gens sont allés principalement. Il y a eu un peu plus de villages vacances et de camping. Je dirais que c'est aussi lié au budget. Donc le budget des ménages, c'est effectivement, quand vous êtes en camping, vous avez quand même un budget inférieur par rapport au coût d'une location, même si la location l'été n'est pas si élevée que ça dans nos stations. Voilà. Et on a une recrudescence du particulier à particulier sur cette année. C'est sûr qu'il y a la mise à disposition, les propriétaires, la facilité effectivement de pouvoir mettre en ligne les biens. Et après, leur difficulté, c'est comment accueillir les clients et comment faire le ménage des appartements ou de gérer les problèmes durant le séjour. Il y a des conciergeries aussi qui permettent de faire ce genre de sujet. Mais voilà, je pense que c'est les explications qui peuvent être. Mais sachant que l'été, c'est pas significatif pour l'instant pour nous. L'état des réservations, un taux d'occupation qui est à date légèrement supérieur à celui de l'année dernière. Ça veut, pour l'instant, on le voit bien d'ailleurs sur la courbe que tout n'est pas encore rempli. Bien évidemment, on a eu une très belle saison de Noël, donc la semaine de Noël un petit peu moins fréquentée, ce qui est normal puisque Noël était en plein milieu de semaine et puis qu'on avait la semaine du Nouvel An du coup. Traditionnellement en France, Noël est plutôt en famille et le Nouvel An plutôt entre amis, donc on voit bien que du coup la semaine de Noël a été passée plutôt en famille et qu'ils ont pris une semaine au Nouvel An. Donc voilà, on est plutôt globalement confiant sur le remplissage à venir. On a un beau temps d'enneigement, on a eu un mois de janvier avec un bel ensoleillement pour le moment. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais c'est quand même la majorité de nos stations. Donc on est confiant sur le remplissage qu'on va avoir et notamment sur le démarrage des vacances de printemps qui sont très souvent plus tardives à démarrer. Et l'année dernière, on était un petit peu déçus puisque le démarrage des vacances de printemps, c'était la semaine des Parisiens et que finalement, ils se projettent tout de suite. Et c'était aussi une année où il a eu vraiment mauvais temps. On avait un très beau temps d'enneigement à cette époque-là, mais ils se sont probablement projetés plus sur des vacances à l'international ou sur des vacances au soleil. Alors que là, ils ne sont pas les premiers. On a quand même beaucoup d'étrangers qui sont en vacances scolaires sur cette première semaine de printemps et qui ont d'ores et déjà réservé. Voilà. On a pu constater aussi une anticipation des réservations à l'automne par rapport aux années précédentes où, suite Covid, on avait plutôt beaucoup de réservations de dernière minute. Et on voit bien que ça y est, les vacances au ski restent des vacances onéreuses et que nos clients anticipent le fait de venir pour avoir le chalet ou l'appartement qu'ils souhaitent, la station qu'ils veulent, l'emplacement dans la station qu'ils souhaitent. Voilà. Focus sur les agences immobilières, on a... voilà, c'est la même chose que c'est juste que là on voit bien que les courbes se suivent, que ce soit par agence ou autrement. Voilà, donc une saison qui s'annonce plutôt favorable. Un peu tôt pour dire comment va se passer la transaction en station. La transaction sur l'hiver 2023-2024, les ventes ont été très bonnes et on a déjà beaucoup de contacts sur l'hiver à venir.
Bien, merci Bérangère. Donc on arrive au terme de cette présentation. Donc c'est vrai que pour conclure, vous avez donc le communiqué de presse que nous avons rédigé, donc vous avez reçu, que Thierry vous a transmis. On titre effectivement en 2025 un nouveau souffle en Savoie-Mont-Blanc, point d'interrogation, puisque comme on a pu vous l'expliquer, il y a des signaux qui sont plutôt au vert, avec notamment des taux d'intérêt qui sont quand même nettement en baisse. Maintenant sur des bons dossiers, on est plutôt à 3%. Alors qu'il y a encore un an, on était plus proche de 4. On espère, avec une maîtrise de l'inflation qui se dessine, que cette tendance à la baisse des taux se poursuive et qui pourra resolvabiliser notamment les primo-accédants et toutes les personnes qui étaient un peu exclues du parcours d'acquisition résidentielle. Après, il y a aussi... des difficultés liées à l'offre, bien sûr, puisque l'offre, pour qu'on ait des volumes et qu'on ait des ventes, il faut qu'on ait une offre de qualité. C'est pas forcément le cas sur l'ensemble des secteurs, avec des endroits qui restent très tendus, où il n'y a pas tellement d'offres. Il y a aussi la difficulté des biens qui sont mal notés sur le plan énergétique et qui peuvent se retrouver sur le marché, mais il y a quand même des fois moins d'intérêt pour cette acquisition. Notamment les banques aussi sont assez défiantes vis-à-vis du financement pour les biens mal notés, y compris quand c'est de la résidence principale, ce qui est plus étonnant, puisque effectivement pour de la résidence secondaire, enfin pas de la résidence secondaire, pour de l'investissement locatif, pardonnez-moi, on peut comprendre qu'une banque dise non, vous n'allez pas investir on va pas vous financer sur du G, vous n'avez pas le droit de le louer, donc ça on comprend. Même sur du F, on pourrait dire assez rapidement, donc il faut faire des travaux, ça ne dépend pas que de vous. Dans les copros, c'est pas simple, voilà. Donc eux, quand les banquiers ont des signaux un peu anxiogènes sur le plan du risque, évidemment ils se recroquevillent un petit peu et puis ils ferment les robinets, même si là ils ont plutôt réouvert les robinets sur les financements au global, mais c'est plutôt ciblé sur les biens qui sont le plus attractifs, et finalement il y en a pas tant que ça, quoi. Voilà. Donc voilà un peu la tendance. Pour le neuf, je pense que le marché est quand même relativement compliqué encore et redémarre quand même timidement, très timidement. Oui, sur le neuf, effectivement, on a une année 2023 qui a été catastrophique. L'année 2024, on n'a pas encore les derniers chiffres, mais elle s'est légèrement améliorée au dernier trimestre. On a vu, alors il y avait probablement une petite accélération puisque c'était la fin officielle du Pinel au 31 décembre. Bon, en plus, il y a eu 2 annonces. Il y a eu l'annonce, enfin, il n'y a pas eu d'annonce, mais il y a eu des bruits, on va dire que c'était plus des bruits qui ont couru que éventuellement des Pinel qui signaient au mois de décembre pourraient être actés au mois de mars et que du coup, ça permettrait quand même de bénéficier de la défiscalisation. Avec la motion de censure qui est passée et l'arrêt de la loi de finances, de toute façon, toutes ces décisions-là n'ont pas été prises. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Donc certains ont peut-être fait le pari de faire ces signatures-là, mais il y a très peu de promoteurs qui ont envie de commencer l'année avec des désistements. Donc on a vu, alors la baisse des taux a été aussi significative par rapport au redémarrage de la commercialisation, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a une commercialisation qui est particulièrement lente. Beaucoup de programmes beaucoup de programmes neufs qui ont été retardés ou arrêtés. Parce que pas de pré-commercialisation, pas de possibilité d'avoir une garantie financière d'achèvement et donc du coup pas de possibilité de faire la mise en chantier. Et en plus les banques ont durci les conditions de pré-commercialisation, en la majorité. Très souvent, ça dépend des promoteurs, mais vous êtes entre 40 et 60% de demande de pré-commercialisation et à l'intérieur de ces 40 à 60%, maintenant les banques demandent 50 à 60% de financement obtenu. Donc on voit bien que ça devient de plus en plus difficile de sortir les programmes. Maintenant, on observe quand même que sur le dernier trimestre et le début du mois de janvier, il y a quand même beaucoup plus de contacts et du dynamisme sur la recherche de biens neufs en résidence principale ou en investissement locatif, mais dit patrimonial, puisque vous n'avez plus de défiscalisation. Et donc, ça peut espérer que cette baisse des taux qui s'est continuée au mois de janvier, et comme tu le disais tout à l'heure, la réouverture de la volonté des banques de prêter effectivement sur des prêts immobiliers dans des résidences qui sont du coup avec des très bons classements énergétiques, parce que là pour le coup, oui. voilà.
Après, sur le neuf, les prochaines difficultés, ça va être effectivement comment on va passer 2025-2026, puisqu'on a toujours 2 ans de retard entre la mise en commercialisation et la livraison des biens. Donc, ce qu'on n'a pas réellement réussi à vendre sur les 2 prochaines années, ça va avoir un impact sur 2025-2026. Donc, notre redémarrage va être un peu plus lent. Et puis, sur les prochaines opérations où aujourd'hui, tout permis déposé devra répondre à la RE 2020, certes, mais avec le seuil 2025. Donc, ça rajoute des contraintes et techniques et économiques dans les opérations. Et une des difficultés que l'on a sur le neuf, en tout cas qu'on a eu sur le neuf sur 2022-2023, c'est l'augmentation de 20 à 25% des coûts travaux. Ça s'est un petit peu apaisé ces derniers temps, mais ça n'a pas fortement baissé. Et avec le seuil 2025 de la RE 2020, on risque de réavoir des coûts travaux très importants et donc des prix de vente de nos logements très élevés. Merci pour ces précisions. Écoutez, on arrive au terme de cette conférence de presse. On reste à votre écoute si vous souhaitez des interviews personnalisées. On peut continuer d'échanger encore quelques minutes. Si vous voulez reprendre un verre ou un café, évidemment, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci d'être venu, d'avoir participé à ce moment d'échange où on a organisé dans de nouveaux locaux effectivement cette année, des locaux différents des nôtres évidemment, parce que les locaux existent depuis longtemps, mais c'était pour changer un petit peu et vous accueillir dans un lieu différent que la Chambre à Métessy. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bonne journée à toutes et à tous. Si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions comme je vous le disais.